Alors, on va passer à la deuxième partie de notre après-midi recherche pour la remise des prix jeunes chercheurs. Alors, bravo à Johan Sergerard, et donc qui a obtenu, qui est lauréat du premier prix jeunes chercheurs pour son travail sur la caractérisation phénotypique des ostéoclastes et de leurs précurseurs chez les patients atteints de mucoviscidose. Alors, si vous avez 2 secondes, alors Johan est dentiste, hein, c'est ça, Tout à hein, fait. ouais. Dentiste à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Il est assistant hospitalier universitaire au CHU de Reims, et il réalise ses travaux de recherche au sein de l'équipe 4691 biomatériaux et inflammation en site osseux, qui travaille sur les pathologies osseuses rares, en particulier la dysplasie fibreuse et les pathologies liées à la mucoviscidose. Mais alors ça, je ne vais pas vous dévoiler son sujet parce que c'est lui qui va nous en parler. Et donc, il est en train de faire son doctorat sous la direction du docteur Frédéric Vellard, du professeur Mauprivé et du docteur Julien Brault. Donc, je vous donne la parole, et puis surtout, félicitations. Merci pour cette introduction, et merci au comité d'organisation de la filière Oscar qui me donne aujourd'hui l'occasion de vous présenter les travaux que nous réalisons au sein du laboratoire BIOS, donc situé à Reims, et qui portent principalement sur la pathologie osseuse liée à la mucoviscidose, et principalement la caractérisation phénotypique des ostéoclastes et leurs précurseurs. Donc, un bref rappel sur la mucoviscidose. Il s'agit d'une mutation autosomale récessive sur le gène CFTR pour Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator, qui code pour une protéine éponyme qui est un canal ionique. Plus de 2000 mutations sont décrites et correspondent à différents taux de sévérité et manifestations de la pathologie, parmi lesquelles on va pouvoir retrouver des mutations de type 2, notamment la mutation Delta F508, caractérisée par une absence de transport de la protéine à la membrane. L'étude de cette mutation a permis de mettre au point des correcteurs de CFTR. D'autre part, on va retrouver des mutations de type 3, dites non fonctionnelles, comme la mutation G551D, caractérisée par une protéine à la membrane mais afonctionnelle. L'étude de cette mutation a permis notamment de mettre au point des potentialisateurs de CFTR, dont l'Ivacaftor, qui est commercialisé sous le terme de Calideco. Aujourd'hui, ces traitements sont principalement sous forme de ou de trithérapie. Au-delà d'être un canal ionique ubiquitaire, cette protéine possède un interactome extrêmement important qui va être modifié lorsque CFTR est muté. Aujourd'hui, avec l'amélioration des traitements et une prise en charge plus personnalisée des patients, on observe une amélioration de l'espérance de vie des patients atteints de mucoviscidose qui dépasse aujourd'hui les 45 ans. Avec l'augmentation de la durée de vie, différentes comorbidités liées à CFTR ont pu être observées, la plus connue étant l'atteinte pulmonaire, caractérisée par une diminution des capacités respiratoires des patients et une susceptibilité accrue aux infections, notamment à Pseudomonas aeruginosa. Des atteintes pancréatiques sont également décrites, avec notamment un diabète induit par CFTR, mais aussi des atteintes intestinales à titre d'obstruction ou de constipation. Plus récemment, des atteintes osseuses à type d'ostéopénie et ou ostéoporose ont été retrouvées chez plus de 50% des patients adultes atteints de mucoviscidose. Cette diminution de la densité minérale osseuse va notamment induire un risque accru de fractures, notamment au niveau costal, qui, sous l'effet de la respiration, va induire des douleurs et diminuer d'autant plus les capacités respiratoires des patients. Chez ces patients, on observe une augmentation significative du nombre de microcraques, notamment au niveau des côtes, et des études en micro-CT ont permis de mettre en évidence une altération de la microarchitecture trabéculaire lorsque CFTR était muté, semblable à celle observée chez des patientes ostéoporotiques ménopausées. Or, chez ces patientes, la sphingosine 1-phosphate, ou S1P, est utilisée en dosage sérique comme un marqueur prédictif du risque de fracture. Aussi, Weske et collaborateurs ont récemment mis en évidence que le taux de S1P était corrélé à la rigidité osseuse. Aussi, lorsque la S1P est augmentée, on observe une diminution de la rigidité osseuse. La S1P joue donc un rôle important dans le métabolisme osseux, puisqu'elle va jouer un rôle aussi bien sur les cellules osseuses, ostéoblastes et ostéoclastes eux-mêmes, que sur leurs précurseurs. On observe aussi une modulation du rapport Rankel-OPG, qui est extrêmement important dans la régulation du métabolisme osseux.
et joue un rôle aussi bien paracrine et autocrine sur les ostéoclastes et les ostéoblastes. Des études préliminaires réalisées notamment au sein du laboratoire ont permis de montrer que l'ivacaftor, donc un traitement potentialisateur de CFTR, permettait une amélioration des capacités respiratoires des patients, mais aussi permettait d'améliorer la densité minérale osseuse chez les patients atteints de la mutation G551D. D'autre part, une étude des monocytes circulants a permis de montrer qu'il y avait une augmentation significative de la population double positive RANK MCSFR lorsque CFTR était muté, et après 9 à 12 mois de traitement par ivacaftor, nous observions une diminution de cette population doublement positive. Aussi, les objectifs de nos travaux ont été tout d'abord d'étudier le phénotype des monocytes préostéoclastiques, cette fois-ci dans une mutation de type 2, la mutation delta F508, d'évaluer l'impact de cette mutation aussi bien sur la formation que sur l'activité des ostéoclastes, et enfin d'évaluer la possibilité d'utiliser la S1P comme un biomarqueur sérique des troubles osseux chez les patients atteints de mucoviscidose. Donc, à partir de sang circulant, nous avons isolé chez des patients atteints de mucoviscidose et chez des sujets sains des monocytes circulants et réalisé une étude du récepteur membranaire RANK par cytométrie en flux. On a ainsi pu mettre en évidence que nous observions une augmentation du nombre de cellules positives pour le récepteur RANK lorsque CFTR était muté, et de façon très intéressante, nous avons pu observer une augmentation significative pour les cellules qui exprimaient RANKL de la couverture membranaire. Donc il semblerait que nous ayons plus de monocytes qui expriment le récepteur RANK, et lorsqu'elle l'exprime d'autant plus. Nous avons cherché à mettre en évidence la présence de CFTR dans des cultures d'ostéoclastes à 21 jours et avons pu mettre en évidence la présence d'ARN messager, notamment via une technique d'hybridation in situ du RNA-scope corrélée à un immunomarquage de la protéine de CFTR positif. Aussi, dans nos cultures à 21 jours, nous avons fait une étude morphologique des ostéoclastes et nous avons pu mettre en évidence le fait que lorsque CFTR était muté ou inactivé, nous observions une augmentation significative de la taille des ostéoclastes et une diminution du nombre de ces ostéoclastes. Aussi, nous sommes intéressés dans un second temps à l'activité ostéoclastiques, leur activité de résorption. Elles sont caractérisées par deux types d'activités. Donc, comme vous pouvez le voir à gauche des tranchées, il s'agit en fait d'une activité de l'ostéoclaste qui va se déplacer et donc augmenter la surface de résorption, augmentant ainsi la surface de remaniement osseux possible. À droite, vous avez la présence de puits. Il s'agit ici d'une activité in situ de l'ostéoclaste qui n'est pas mobile. Lorsque nous sommes intéressés sur des lamelles de dentine à l'activité de nos ostéoclastes, nous avons observé chez les sujets sains la présence de puits et de tranchées, donc caractéristiques de l'activité ostéoclastique. Et lorsque CFTR était muté ou inactivé, une diminution significative de la présence de ces tranchées, qui peut signifier donc une diminution de l'activité des ostéoclastes. Comme nous l'avons vu, la S1P joue un rôle important dans le métabolisme osseux et pourrait être un indicateur de la pathologie osseuse liée à la mucoviscidose. C'est pourquoi nous avons réalisé des dosages sériques dans les surnageants de culture de nos ostéoclastes et avons pu mettre en évidence une augmentation significative du taux de S1P lorsque CFTR était muté. À partir de sérums obtenus de sujets sains ou de patients atteints de la mutation delta F508, nous avons observé une augmentation significative de la concentration dans S1P sérique, et dans une seconde cohorte de patients traités par Orkambi, donc une bithérapie, nous observions un taux de S1P équivalent à celui observé chez les sujets sains. Aussi, il semblerait que les monocytes circulants dans le cas de la mucoviscidose et notamment de la mutation delta F508 présentent une augmentation de la couverture membranaire du récepteur RANK, que CFTR est bien exprimé par les ostéoclastes et que sa mutation ou son inactivation entraîne une réduction du nombre d'ostéoclastes, une augmentation de leur taille, mais surtout une diminution de leur activité. Aussi, il semblerait que la S1P sérique puisse être utilisée comme un biomarqueur de la pathologie osseuse liée à la mucoviscidose et pourrait servir d'évaluation du traitement modulateur. La théorie actuellement admise est celle que les ostéoclastes seraient en fait les grands méchants dans la mucoviscidose. En effet, ils seraient hyperactifs et leur hyperactivité entraînerait une résorption
osseuse accrue et donc une diminution de la densité minérale osseuse qui pousse aujourd'hui les cliniciens à proposer des biphosphonates, donc des traitements anti-ostéoclastogéniques aux patients atteints de mucoviscidose. Or, à la vue de nos résultats, il semblerait plutôt que nous ayons des ostéoclastes plus gros, moins actifs, qui, via la S1P, cherchera à communiquer avec les ostéoblastes, qui, nous l'avions montré dans des publications précédentes, seraient altérés lorsque CFTR est muté et notamment diminueraient la biominéralisation. Les perspectives actuelles seraient tout d'abord d'étudier les mécanismes de synthèse et de recapture de la S1P par les ostéoclastes, d'étudier l'impact de cette sphingolipide sur des ostéoblastes et enfin d'évaluer la communication ostéoblaste-ostéoclaste aussi bien dans un contexte physiologique que pathologique, notamment via des modèles de co-interaction. Je tiens à remercier donc le laboratoire BIOS qui a permis la réalisation de ces travaux, nos collaborateurs scientifiques de l'URCACIT, la plateforme PICT ainsi que l'INSERM, nos collaborateurs cliniques des CRCM de l'hôpital Cochin et du CHU de Reims, ainsi que nos supports financiers, Vaincre la mucoviscidose et Vertex. Je vous remercie de votre attention et j'attends donc vos questions. Bravo, merci pour cette communication très très claire et pour ces très beaux résultats. C'est pas du tout étonnant que vous ayez été sélectionné pour le prix. Voilà. Alors, je vais commencer peut-être par les questions et puis je vous encourage à poser vos questions également. Donc, sur je pense que la difficulté dans les maladies rares, c'est d'obtenir des prélèvements et vous avez choisi de faire une étude sur des patients et à partir des prélèvements de patients. Donc, bravo même pour le nombre d'échantillons que vous avez pu collecter. Voilà. Je sais aussi que la culture de ces cellules n'est pas du tout facile. Oui, alors effectivement, la culture d'ostéoclaste, c'est une culture qui est longue, donc on l'a vu sur 21 jours, oui. Et elle exige effectivement donc, des changements de milieu toutes les 48 à 72 heures, donc 3 fois par semaine, et qui sont assez sensibles avec un rendement ostéoclastique qui est quand même relativement faible. On ne l'a pas forcément vu sur les représentations, sur les photos d'imagerie, mais on a tout de même une sorte de contamination ou de persistance de monocytes ou de macrophages qui ne se différencient pas en ostéoclastes. Et c'est une des limites qu'on a et qu'on cherche à retravailler, donc d'avoir des populations purifiées d'ostéoclastes pour vraiment n'étudier que ce type cellulaire. D'accord. Et donc, quelles sont les limites de votre étude qui pourraient être liées à l'hétérogénéité des patients en termes, par exemple, d'âge ou de traitements qu'ils auraient pu recevoir et qui pourrait influencer l'état des cellules au moment où vous les avez prélevées, par exemple? Voilà, c'est exactement ce que vous venez de décrire, en fait. C'est le fait qu'on prend les patients, donc on a travaillé avec l'hôpital Cochin qui nous contactait, où on avait des prélèvements sanguins. Donc effectivement, on est toujours tributaire des traitements, de la phase d'activité ou non du patient qui va recevoir un traitement, voire même... Donc, il y a, comme je l'ai dit, il y a plusieurs types de manifestations cliniques. Donc, certains patients ne sont pas sous traitement, donc ce sont des patients entre guillemets purement mucaux, tandis que si les patients sous traitement, on peut toujours se poser la question de l'impact des différents traitements, d'autant que c'est les patients qui sont polymédiqués. Donc on a toujours cette difficulté. Actuellement, on travaille avec le CRCM de Reims où effectivement on essaye de lisser un petit peu ces résultats en prenant des témoins et en matchant le plus possible les patients atteints de mucoviscidose avec des sujets sains, notamment sur l'âge et le sexe. D'accord. Donc là, c'est plutôt des adultes, hein, les patients que vous avez, oui. C'est plutôt des adultes. Oui, on travaille que pour le moment avec les CRCM adultes. D'accord. On voit quand même bien la portée de vos résultats, parce que ça, vous avez bien mis en avant ce point-là dans la conclusion, et votre travail, il a des répercussions cliniques qui sont très importantes, parce que effectivement, la tendance et l'esprit des cliniciens, c'est une maladie de la résorption osseuse. C'est ça. Hein, c'est le message qu'on cherche à faire un peu tomber. Voilà, ce serait que les ostéoclastes ne seraient pas forcément les cellules qu'il faudrait cibler, mais c'est plus vraiment le remaniement osseux en tant que tel et le fait d'avoir des ostéoclastes qui sont hypofonctionnels, traiter les patients avec des biphosphonates, donc les rendre encore moins fonctionnels, c'est peut-être pas la solution à la pathologie osseuse, tout du moins dans la mucoviscidose.
D'accord. Juste un petit mot, la notion de fracture dans cette maladie. Est-ce que vous pouvez nous redire l'augmentation des fractures? Est-ce qu'elle est très importante? Le risque fracturaire? J'ai pas les chiffres en tête, mais effectivement, c'est des patients qui présentent des risques de fracture, notamment donc au niveau costal, plus important que la population générale, notamment du fait apparemment de micro-craques oui. qui, en fait, du fait de l'absence de remaniement, en fait, persisteraient tout au long de la vie du patient. Ouais. Ok. Bon, merci beaucoup. Merci de votre intervention. Encore bravo pour votre prix. Et puis, on va passer à la communication suivante. Merci. Et encore bravo. Merci beaucoup.